m'appelle Maxime Collomb, je suis ingénieur de recherche sur le projet ici, qui est une collaboration entre l'équipe ASCII de l'INRIA et l'équipe Strudel de l'IGN. Donc je travaille sur le projet ici. Ici, c'est un simulateur de propagation d'épidémie qui va travailler sur une modélisation très réaliste d'un espace urbain et de sa population. En fait, il est connu que les modèles CIR et SEIR qui ont été beaucoup utilisés pendant l'épidémie de Covid sont incapables de simuler la redescente épidémique et donc ne peuvent pas simuler l'effet de politique sanitaire sur une épidémie. Donc pour cela, on a créé un modèle à l'échelle individuelle qui va permettre de représenter des chaînes de contamination qui soient réalistes entre les différents individus, entre les activités qu'ils occupent et entre la localisation de ces individus, et qui va donc aussi permettre de simuler l'impact de politiques sanitaires qui soient bien précises, en travaillant sur un environnement urbain qui soit très détaillé, qui permette d'accepter ce niveau de détail pour faire des politiques sanitaires. Donc le modèle ici, il est composé de plusieurs modules, il est composé même de plusieurs parties. La première partie, ça va être un générateur de données, qui est composé principalement de 3 modules. Un module qui va recenser, qui va faire un recensement exhaustif d'activités au sein de la zone qui va être modélisée. Il y a quelques sujets qui n'étaient pas encore disponibles, qui étaient de gérer l'ouverture et la fermeture des activités selon des types, et qui étaient aussi de pouvoir représenter pour chaque activité une densité d'individus qui vont fréquenter certains types d'activités. Il faut savoir que pour le Covid, la diffusion se fait exclusivement à l'intérieur, et que donc voilà, on a besoin d'avoir des activités intérieures avec une densité d'individus. Également, on a besoin d'avoir une population synthétique donc, qui soit correctement définie dans des ménages logiquement structurés, on va dire, avec des contraintes pour que les chaînes de contamination soient réalistes. Et finalement, un troisième modèle qui va concerner l'occupation et la présence des individus au sein de ce modèle urbain, et à différentes échelles temporelles et dans les différents lieux de notre modèle. La deuxième partie du modèle ici consiste en un simulateur de diffusion épidémique qui a été spécialement développé pour le projet, mais qui sera peu abordé dans cette partie. Je présenterai des résultats brefs en conclusion. Donc, je vais commencer en décrivant les travaux qui ont été faits afin de réaliser la modélisation urbaine, le recensement, la fusion et l'enrichissement des activités. Donc, comme je l'ai dit, le bâtiment, ça va être le centre de notre modélisation. Il existe beaucoup de travaux qui vont modéliser les géométries des bâtiments, et il en existe beaucoup moins qui vont modéliser l'intérieur de ces bâtiments. Donc, c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de ce projet. On a séparé l'intérieur des bâtiments en 3 types d'activités. La première consiste en un lieu de travail ou alors un lieu d'occupation principale, puisqu'on comprend également les classes de primaire, secondaire et d'enseignement supérieur. Des points d'intérêt qui vont constituer des activités qui vont être faites par des individus, et des logements qui vont héberger ou non un ménage et dans lequel les individus donc, vont habiter. Donc je vais détailler ces trois types d'activités. Les lieux de travail, on a utilisé principalement la base de données Sirène qui est éditée par l'INSEE, qui donne un recensement des activités économiques au sein de la France entière, et qui donne également des tranches d'effectifs pour chacune de ces activités. On a également utilisé les effectifs des nombres de classes du ministère de l'Enseignement national et de l'Éducation nationale, et les effectifs des établissements supérieurs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, on a un exemple on a travaillé sur le 5e arrondissement de Paris, particulièrement au début du projet, parce que c'est un arrondissement assez mixte, on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants. Voilà. Deuxième partie, donc deuxième activité contenue dans les bâtiments, les POI, les points d'intérêt. Pour ceux, on a recensé 4 sources de données d'intérêt qui proposaient différentes POI. Dans le premier cas, on a utilisé les données de l'APUR, de l'Agence parisienne d'urbanisme, qui contient notamment des informations sur la surface des différents commerces. On a trié les données de Sirène pour sélectionner les points d'intérêt. Et
on a également utilisé des données d'OpenStreetMap qui comportent beaucoup d'attributs qui vont être particuliers et qui vont être pas forcément définis pour tous les POI, mais qui nous permettent quand même d'enrichir notre représentation. Et finalement, on a utilisé les données de la BPE qui complètent les données sirènes avec des établissements publics. Donc ces 4 sources de données, elles disposent de nomenclatures propres. Et du coup, pour le projet, on a défini une nomenclature particulière qui sera adaptée au décret de fermeture des confinements. Qui sera adapté à des scénarios épidémiologiques. On a finalement mis en place un processus automatisé de fusion et d'enrichissement des POI dans le cas où les 4 sources de données ou alors 3 ou 2 sources de données renseignent le même point. Donc on a aussi historicisé ces sources de données, mais je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça. Je vais parler maintenant donc, du deuxième bloc, qui est le bloc de population synthétique, donc de génération de ménages structurés. On avait besoin donc, pour notre simulation que ça soit une population qui soit fortement géolocalisée. Comme je l'ai dit précédemment, on a modélisé donc, dans des bâtiments des logements. Ces logements sont une donnée connue qui sont contenus dans la BD Topo et qui proviennent de la DGFIP. Dans ces logements, on va donc placer des ménages et on va peupler ces ménages avec des individus. Donc, pour que cette structure respecte une structure réaliste, on a mis en place une méthode de rejet stochastique sous contrainte. Donc, on a défini un certain nombre de contraintes et on va pour chaque. Donc, on a des contraintes qui vont être définies au niveau macro. Donc, là, typiquement, c'est à l'échelle des iris de l'INSEE. Et on a des contraintes qui sont plutôt globales sur la forme des ménages et qui sont définies au niveau de l'entièreté de la zone d'étude. Et voilà. L'avantage de cette méthode, qui est donc originale, est que cette population synthétique est très flexible aux données d'entrée disponibles, puisqu'on va pouvoir ajouter ou enlever un certain nombre de données d'entrée. Et elle est aussi très flexible à la génération aux différents attributs qu'on va vouloir affecter à notre population synthétique. Alors, j'ai quelques résultats de cette population synthétique. Ici, on voit la différence entre les données macroscopiques à l'échelle de l'iris et le nombre d'individus simulés. On voit qu'il y a une inconsistance entre les données d'entrée, entre les données de la BD Topo et les données on en déduit parce que la méthode marche bien et qu'il y a des iris où il manque beaucoup d'individus, mais qui proviennent d'inconsistances entre les données de l'INSEE et les données de l'IGN. Donc on va certainement proposer des méthodes pour revenir sur ces inconsistances. On voit aussi que les contraintes globales sont bien respectées. Ces contraintes globales, donc c'est quelques exemples. Ça concerne le nombre d'enfants qu'il y a par famille, la configuration des couples dans les ménages parentaux et la différence d'âge entre les couples, etc. Troisième module qui concerne la présence de la population dans les activités. On va simuler une des originalités du projet est qu'on va simuler la présence plutôt que les déplacements, ce qui simplifie pas mal de choses. Pour ce, on va utiliser beaucoup de données différentes, principalement l'EGT, l'enquête globale de transport, qui va nous donner des profils sociodémographiques de la fréquentation, d'une journée des enquêtés et qui va concerner leurs caractéristiques et les raisons pour lesquelles ils se trouvent dans certaines activités. On va utiliser aussi des données mobiles pour avoir une localisation plus fine de la présence des individus. Et on va utiliser également des données de validation de la RATP pour pouvoir déterminer les flux pendulaires, les flux extérieurs en fait, à notre zone d'étude, qu'on va modéliser aussi, parce qu'on a des personnes qui viennent dans les zones d'étude et qui peuvent répandre l'épidémie. Donc cette attribution, elle est très stochastique. Pour exemple, pour la génération des agendas, on a utilisé des chaînes de Markov pour passer d'une activité à une autre.
et on va voilà, paramétrer ces chaînes grâce à l'EGT. Donc en conclusion, on a donc un modèle qui est assez modulaire pour générer des données et qui est relativement indépendant parce qu'à chaque fois, on va réutiliser les résultats de la brique du dessus, mais on a essayé de garder une certaine flexibilité quant à la nécessité des données d'entrée, de manière à pouvoir réadapter ces briques à d'autres projets, et surtout de pouvoir adapter cette génération. Pour l'instant, cette génération est faite sur Paris, et donc la flexibilité quant aux données d'entrée nous permettra de le faire France entière d'ici peu. On va également diffuser ces données dans le web sémantique grâce à la génération d'un graphe suivant le formalisme RDF, et on va mettre en place bientôt aussi un Sparkle Endpoint pour distribuer ces données. Donc ces 3 briques de modèles de données servent en entrée du module de diffusion épidémique. Donc quelques mots sur ce module de diffusion épidémique. C'est des calculs qui sont très probabilistes, donc on a besoin de les simuler un très grand nombre de fois. Donc on a développé une implémentation très optimisée pour simuler de très grandes zones et rapidement et pouvoir répliquer ces simulations un grand nombre de fois. Et on va, grâce à la granularité très fine du modèle de données géographiques, ça nous a permis d'implémenter plusieurs scénarios sanitaires. Donc actuellement, on travaille aussi sur la calibration des paramètres de contamination du virus avec les données qu'on a pu récolter au cours des différentes vagues de Covid. Les données géographiques sont disponibles sur notre site internet à cette adresse-ci. Il y a une visualisation alors des 2 premières briques, il n'y a pas encore la visualisation de la présence des individus, mais ça ne saurait tarder. Et on a plusieurs perspectives de collaboration. On va intégrer des comportements différenciés selon les règles sanitaires en collaboration avec le projet Safe City Map qui va décrire, grâce à des données mobiles, les changements des comportements des individus pendant les confinements. On va développer aussi de la géovisualisation grâce à un partenariat avec l'équipe d'Elastic GeoVis. On est en train de développer une collaboration avec l'INSERM pour qu'ils nous donnent des données épidémiologiques et qui travaillent avec notre simulateur. Et également, on va voir si c'est possible d'insérer certains de ces modules, ou tous les modules, dans un catalogue de jumeaux numériques national. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Je propose de prendre 1 ou 2 questions et puis ensuite de laisser discuter, voilà, de clore. Une question sur le transparent neuf. Le transparent neuf. Bonsoir, oui. Emmanuel Fritsch, centre de compétences en SIG ici à l'ENSG. Non, je me trompe, peut-être 10 alors. Oui, c'était le transparent 10. Celui avec... Non, alors avant, celui avec les... Voilà, celui-là. Il y avait 2 transparents neufs. Alors, oui, ma question, c'est, on voit de grands accords, d'excellents accords entre simulation et réalité sur tous ces schémas, sauf celui en bas à gauche. Comment est-ce qu'on interprète cette différence? Est-ce qu'il y a à Paris, en particulier, une structure démographique spéciale au niveau des familles? En fait, je n'ai pas détaillé la méthode de génération des individus, mais ça va être une méthode de rejet sous contrainte. Et il y a des configurations familiales qui vont être plus ou moins difficiles à accéder en fait. Donc les configurations avec le plus d'enfants vont donner plus de rejets. Et du coup, au sein de l'algorithme, elles vont être plus difficiles à simuler. Et donc on a cette différence-là sur le nombre d'enfants. Du fait que c'est une configuration qui est plus dure à atteindre. Alors que les contraintes jouent de manière beaucoup plus forte sur les autres
sur les autres configurations? Les contraintes jouent de manière beaucoup plus forte sur les 3 autres configurations? Non, les contraintes sont plus faciles à atteindre sur l'autre configuration que sur celle-là où on a des familles qui peuvent avoir beaucoup d'enfants. Voilà. Merci.